18-19, l'invité. Et place à présent à notre invité du soir, Véronique Trier-Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du directoire du cancéropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes et conseillère régionale de La République En Marche. Vous êtes ici en raison de la première édition du Forum Santé Innovation Auvergne-Rhône-Alpes qui se tient ce mercredi 13 mars à l'ENS de Lyon de 14h30 à 21h en gros. Et ce premier Forum Santé est organisé par nos confrères de la Tribune en partenariat notamment avec RCF. Un tel forum dans ce paysage médical, dans une région telle que la nôtre, est-ce que justement notre territoire est un territoire de santé ? C'est un territoire d'excellence en santé et en innovation en santé. Excellence de par ses établissements hospitaliers. Citons par exemple les Hospices civils de Lyon, plébiscités par les internes qui en font le premier site de leur choix de formation. C'est un site d'excellence par ses universités. Citez par exemple l'université Grenoble-Alpes qui a obtenu le statut d'université européenne. C'est un territoire d'excellence par ses industriels de la santé, qu'on ne peut pas tous citer, mais mentionnons quand même la présence de M. Alain Mérieux à l'inauguration de ce forum. Sa présence est emblématique de la force de frappe industrielle de la région et particulièrement dans le domaine de la santé. Donc c'est une région qui rassemble les compétences et les atouts pour être un territoire très particulier et très performant, ce dont témoignent d'ailleurs les très nombreuses publications scientifiques et les très nombreux brevets qui émanent de la région. Et par ailleurs, c'est une région au sein de laquelle sont implantés des grands organismes internationaux de santé. Et c'est historique en plus. Et c'est historique. Le Centre international de recherche sur le cancer, le laboratoire P4. Je pense que c'est également une région qui réussit dans le domaine de la santé parce qu'elle a su s'organiser et elle a su créer des réseaux, un maillage territorial entre ces différents acteurs. Et je ne résisterai pas au plaisir de citer le cancéropole qui est l'exemple assez emblématique d'une structure régionale qui fédère, qui anime, qui finance et qui valorise la recherche en cancérologie sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un forum tel que celui-ci, dans cette formule-là, avec des tables rondes ? Alors on peut notamment en attendre qu'elle resserre les liens entre ces grands acteurs de la santé et de la recherche et les décideurs, que sont en particulier les décideurs politiques du Conseil régional, des 4 grandes métropoles de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble et Lyon. Et il faut reconnaître qu'on est dans une région où ces décideurs politiques, quel que soit leur bord, ont toujours très fortement accompagné et soutenu la recherche et l'innovation en santé. La santé et les grands fléaux que sont le cancer, l'infectiologie, ne sont ni de droite ni de gauche. Et le cancéropole, par exemple, est une structure qui est régulièrement accompagnée par tous les politiques, quelles que soient leurs tendances et leurs convictions. Donc c'est très important de voir qu'on est un territoire où on a vraiment su s'organiser et prioriser la santé et la recherche en santé. Et quelles sont les questions qui se posent justement, parce que vous parlez du cancer, mais il y a aussi beaucoup de maladies, malheureusement, sur lesquelles il y a de la recherche et d'innovation. C'est le thème notamment du forum. Et quelles sont aujourd'hui, quelles sont les questions clés, phares ? Alors, je parle du cancer parce que c'est quand même la première cause de mortalité dans la région et sur le territoire national. Sont également des grands défis de santé, les maladies infectieuses, les grandes maladies cardiovasculaires et dégénératives neurologiques. Donc, dans toutes ces maladies, la recherche porte sur de nouveaux moyens thérapeutiques. Par exemple, en cancérologie, apprendre à fabriquer des médicaments qui soient plus spécifiques des cellules cancéreuses et qui fassent moins de dégâts sur les cellules normales. Réapprendre au système immunitaire de l'organisme à se défendre contre un cancer. Dans le domaine de l'infectiologie, il y a un grand défi qui est celui des maladies émergentes et également celui des résistances aux antibiotiques, qui sont des défis majeurs. Dans le domaine de la neurologie, on progresse par l'intermédiaire du domaine des neurosciences, en particulier de l'intelligence artificielle, de la robotique.
Avant justement de continuer sur cette vision de demain, est-ce qu'on a 2-3 chiffres sur justement combien on guérit de cancer aujourd'hui? Quels sont les progrès que vous évoquez? Si justement, est-ce que d'un point de vue statistique, comment on arrive aujourd'hui à soigner plus de gens et donc à les sauver? On guérit un peu plus de 2 cancers sur 3. On a encore des progrès à faire avec une marge de progression qui va dépendre des progrès thérapeutiques qu'on sera à même de mener. Une marge de progression en termes de progrès diagnostic, faire moins d'opérations pour faire le diagnostic d'un cancer et être capable de le faire par une simple prise de sang. Et l'énorme marge de progression qu'on a est dans le domaine de la prévention. En particulier dans la lutte contre les comportements à risque que sont le tabagisme, l'alcoolisme, la malbouffe, la sédentarité. Et également pour la cancérologie dans le domaine de la vaccination, puisqu'un des grands tueurs, qui est le cancer du col de l'utérus chez la femme, peut et devrait être prévenu par un vaccin réalisé chez les filles entre 9 et 12 ans. Alors, il y a eu sur ce vaccin-là, il y a eu une polémique il y a quelques années sur ses dangers. On peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a plus de risque quand on se fait vacciner contre ce fléau? Je crois qu'on peut parler de fake news. Nous sommes dans un pays d'hésitation vaccinale. Le problème se pose pour ce vaccin qui s'appelle HPV, mais aussi pour tous les autres vaccins. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas plus de maladies auto-immunes, d'autisme, de syndrome de Guillain-Barré et de sclérose en plaques dans les cohortes de patients vaccinés, par comparaison à ceux qui ne le sont pas. Donc effectivement, de toute façon, les Français ont tendance à être très méfiants vis-à-vis du vaccin en général. C'est un véritable problème. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir réapparaître des rougeoles qui tuent. Bien sûr. Qui tuent chez les nourrissons, qui tuent chez les personnes âgées, qui tuent chez les immunodéprimés. Tout ça parce que les gens ne font pas vacciner leurs enfants, donc. Qu'ils ne les font pas vacciner, que certains de nos confrères se sont même trouvés dans la situation de faire des faux, ce qui est quand même particulièrement choquant. Nous sommes dans un problème là qui est un problème de désinformation du public contre lequel nous devons lutter de manière très très active au risque vraiment de voir réapparaître des grands fléaux de santé. Grands fléaux, ouais. Justement, aussi dans la prévention, vous l'avez évoqué il y a quelques instants sur le tabac, sur l'alcoolisme, sur la malbouffe. Là, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour signaler aux gens justement que toutes ces pratiques sont à risque et qu'il faut vraiment stopper ça? Est-ce qu'il y a encore des moyens, il y a encore des leviers? On pense que le levier qui a été insuffisamment utilisé, c'est celui de l'éducation. Et l'éducation, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'on forme des publics à un âge où les habitudes sont déjà prises, les risques sont déjà présents. Et il faut vraiment qu'on mette un effort très important sur l'école, le collège, le lycée, pour informer et surtout éduquer et changer les pratiques et les modes d'alimentation et de comportement. Il faut effectivement des relais d'information. Merci à vous. Fin de cette première partie de l'entretien. On se retrouve tout à l'heure après le journal. C'est justement, donc vous l'avez compris, l'heure du journal du 18-19. 18-19, l'invité. Retour effectivement dans nos studios avec notre invitée du soir, Véronique Triet-Lenoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes présidente du directoire du Cancéropole Auvergne-Rhône-Alpes et conseillère régionale de La République En Marche et que vous êtes avec nous ce soir en raison du premier Forum Santé Innovation qui se tiendra ce mercredi 13 mars à Lyon, à l'ENS pour être très précis, de 14h30 à 21h. Pour commencer cette deuxième partie, j'avais envie de vous demander que en fait, pour la première fois depuis très longtemps, un forum santé est destiné aux professionnels, on en a parlé tout à l'heure, mais également, celui-ci, il est ouvert au grand public. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire beaucoup d'optimisme. On disait tout à l'heure à quel point il est important que les citoyens prennent en charge leurs problématiques de santé, comprennent leurs intérêts, soient mieux informés et mieux éduqués. Quel meilleur moyen de leur communiquer des informations scientifiques et validées que de les faire participer à des forums d'échange. Quand on dit échange, on dit aussi réciprocité. Les professionnels de santé, les chercheurs et les industriels de santé ont également besoin d'entendre ce que veulent et souhaitent les patients et le grand public. Et ça n'est
dans mon sens, pas tout à fait la même chose. Voilà, donc vous faites une grande distinction entre les attentes du public, au sens large, et les gens qui souffrent, si je comprends bien. Les gens qui sont atteints d'une maladie sont à la recherche court-termiste, et on les comprend, de solutions diagnostiques ou thérapeutiques existantes ou en passe d'exister par l'intermédiaire d'essais cliniques, par exemple. Le grand public est légitimement détenteur d'un capital santé qu'il essaye de protéger. Et donc, d'expérience, les attentes des personnes non malades mais préoccupées de leur bonne santé tournent surtout autour de conseils nutritionnels, de préoccupations environnementales et globalement de problèmes de prévention. On a entendu parler tout à l'heure de santé au travail. C'est clairement une problématique qui interpelle les personnes qui ont une activité pour laquelle elles considèrent qu'elles ont des risques d'abîmer leur santé. Leur santé. Autre question sans transition, il y a quelques jours, il y avait la journée des femmes. Quelle est la place des ou de la femme dans la santé aujourd'hui, à votre avis? Alors c'est très paradoxal, il y a beaucoup de femmes dans le monde de la santé. Au point, par exemple, qu'on dit rarement les infirmiers et les infirmières, et presque toujours les infirmières, puisque je dirais que 90 à 95% de cette profession est occupée par des femmes. Il y a également beaucoup de femmes sur les bancs de la faculté de médecine et beaucoup de femmes médecins. En revanche, quand vous assistez, comme moi, à des réunions de chefs de service ou à des réunions de décideurs de santé, là, très rapidement, vous voyez chuter le pourcentage de femmes, et je me suis assez souvent retrouvée seule dans des réunions, seule à être femme au milieu de très nombreux hommes. Et c'est le cas aussi dans le forum de mercredi ? Alors, il se trouve malheureusement que je participe à une tribune dans laquelle nous sommes 6 ou 7 et où les 2 femmes sont l'animatrice de la tribune et moi-même. Nous nous en sommes fait la remarque et nous avons clairement une marge d'amélioration dans ce type d'événement. Ouvrons, si vous voulez bien, le volet un peu plus économique de la santé qui est important. Les politiques de santé régionales, aujourd'hui, les budgets, les financements, comment est-ce que tout cela est satisfaisant à votre avis ? Alors, il y a d'importants financements pour la santé et la recherche en santé. Parlons surtout, si vous le voulez bien, de la recherche et de l'innovation en santé. Dans la région. Hein. Dans la région, bien évidemment. La région se positionne très bien pour l'obtention des crédits du plan investissement à venir, qui s'appelait autrefois le Grand Emprunt, et qui est l'investissement national sur la recherche en santé. La région se positionne beaucoup moins bien sur le plan des fonds européens, qui sont des fonds pour la recherche et le développement économique tous azimuts, pas seulement en santé, mais où la région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions en général ont encore du mal à se mettre au niveau, par exemple, des Länder allemands, qui sont très bien organisés dans un système, il est vrai, plus fédéral que le nôtre, et ils sont des très bons pêcheurs de crédit pour la recherche et l'innovation que nous ne sommes pas. Et nous, pourquoi cette lacune ? Je pense que nous avons une certaine difficulté à nous mettre en ordre de marche et à, je dirais, chasser en meute pour aller chercher des crédits européens. C'est difficile. C'est lourd, Ce sont des dossiers lourds. Il faut avoir autour de soi de l'aide à ce qu'on appelle l'ingénierie de projet, donc le montage de projets. Tous les projets se font en anglais. Mais dans le domaine de la santé, on sait bien que tous les échanges scientifiques ont lieu en anglais. Mais j'entendais quand même tout à l'heure que dans notre région, il y a encore des réticences sur certains points, à l'anglicisme. Voilà, donc je pense que nous avons là une marge de progression importante. L'Europe est un enjeu majeur en matière de recherche et d'innovation. Nous ne devrons pas louper les prochains appels d'offres européens qui ne manqueront pas de venir. Et l'actualité politique, c'est aussi les européennes qui arrivent. Est-ce que dans ces élections, est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment de la santé ? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça, comme ça, de manière grand public. Hein. On en parle très peu. En tant qu'élu politique, je m'en étonne, jusqu'à ce que je comprenne que lorsqu'on parle d'environnement, on ne parle que de santé.
finalement. Quand on parle du problème de l'environnement, on parle de la façon dont l'humanité va survivre et survivre dans des conditions de vie acceptables. Moi, j'appelle ça de la santé. Quand on parle de numérique, on sait bien que les grandes applications numériques sont dans le domaine de la santé, qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de robotique, qu'on parle de big data ou qu'on parle de santé connectée et de 3D, tous ces objets connectés, ou qu'on parle d'imagerie, exactement. Donc finalement, non, on ne prononce pas le mot santé, mais lorsqu'on entend parler du glyphosate, lorsqu'on entend parler du réchauffement climatique, lorsqu'on entend parler de tous ces sujets-là, on voit bien que c'est de santé qu'on parle. Et le mot n'est pas prononcé, pourquoi ? Parce qu'il est tabou ou... Je ne sais pas pourquoi il n'est pas prononcé. On le prononce souvent avec une connotation négative. On parle des problèmes de sécurité sanitaire aux frontières, c'est de la santé. On parle du coût des médicaments, qui est trop élevé par rapport à ce qu'il demande vraiment comme investissement, c'est de la santé. La pénurie de médicaments, c'est également un problème. Je trouve qu'on parle assez peu de santé comme un capital qu'on doit conserver et souvent, les problématiques de santé sont des points négatifs, alors on n'en parle pas parce que ça n'est peut-être pas très bon sur le plan de la promotion. Je ne sais pas si le terme de promotion est le bon, mais en tous les cas, on vient de parler de la région, de notre région, de l'Europe. Et dans d'autres régions, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux. Il y a des maisons de santé où il y a peu de médecins. Il y a des gens qui ont des difficultés aujourd'hui pour trouver un médecin, un généraliste, mais aussi surtout des spécialistes. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi dans ce domaine ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les services à disposition ? Alors, il y a des choses à faire et d'ailleurs, elles sont largement proposées dans le plan Ma Santé 2022, qui est le projet pour l'amélioration et la révolution du système de santé qui est porté par ma collègue, le professeur Agnès Buzyn. S'agissant de la démographie médicale et des déserts médicaux, les solutions sont dans le regroupement des activités au sein de centres ou de maisons de santé. C'est prévu par Ma Santé 2022. Les solutions sont également dans la réhabilitation des hôpitaux de proximité qui ne peuvent plus prétendre à faire de la chirurgie et dans la majorité des cas des activités même de type accouchement. Les urgences aussi, parfois c'est même très compliqué. Absolument, mais qui ont vocation justement à effectuer des activités d'urgence et de premier recours. Il faut indiscutablement revaloriser la profession de médecin généraliste et il faut pousser les professionnels de santé à travailler ensemble. Une dernière question, parce que malheureusement le temps nous est compté, Véronique Trier-Lenoir. Ce forum, qui a lieu donc mercredi, je le rappelle, à l'ENS de Lyon, ce forum Innovation Santé, ou forum Santé Innovation plutôt, va se terminer par une masterclass, comme on dit, animée par Axel Kahn. Le thème, c'est jusqu'où peut-on aller au nom de la vie ? Qu'est-ce que ça vous inspire aussi ? Alors ça m'inspire qu'Axel Kahn est un grand spécialiste de l'éthique, qu'il explore dans toutes ses dimensions et sans prendre parti. C'est la vision humaniste de la médecine qui doit prévaloir sur toutes les autres. Dans mon domaine de la cancérologie, c'est toute la question de jusqu'où doit-on proposer des traitements qui peuvent être agressifs, qui peuvent être mal supportés, qui sont souvent chers et qui n'apportent pas de confort ni de bien-être supplémentaire à des patients. Donc, il faut qu'on développe le domaine des soins palliatifs par opposition aux soins curatifs. Se pose également, comme vous le savez, de façon absolument cruciale, le problème de la grande dépendance et de la manière dont on doit le traiter. Et puis, je pense qu'il est trop tard pour qu'on parle maintenant des problèmes de GPA, PMA, qui sont de vrais sujets éthiques. Vous reviendrez, Véronique Trier-Lenoir. Je vous remercie d'être venue à notre micro. Je rappelle que vous serez présente mercredi au premier Forum Santé Innovation Auvergne-Rhône-Alpes qui se tient donc à l'ENS de Lyon de 14h30 à 21h. Merci à vous, bonne soirée.